Bonjour, je m'appelle Marcos Ballester, je suis chirurgien gynécologue. Je travaille au sein du groupe hospitalier Diaconesse-Croix-Saint-Simon à Paris et aujourd'hui je vais vous parler de la prise en charge chirurgicale de l'endométriose profonde avec atteinte digestive. Alors l'endométriose profonde avec atteinte digestive est une forme particulière de la maladie. On qualifie cette atteinte digestive d'une atteinte rare mais surtout grave. Ça fait partie des formes extragénitales les plus fréquentes de la maladie. Et actuellement, on considère qu'environ 10% des patientes atteintes d'une endométriose profonde ont une atteinte digestive. La répartition anatomique de cette atteinte digestive varie et la forme la plus fréquente est l'atteinte du rectosigmoïde avec près de 70% des cas. Ensuite, on retrouve les atteintes un petit peu plus basses, à savoir l'atteinte rectale, puis des formes un peu plus rares qui sont les atteintes iléocécales, soit les atteintes des dernières anses grêles, soit l'atteinte du bas-fond cécal ou encore l'atteinte appendiculaire. On qualifie donc cette maladie d'une maladie multifocale car souvent, en plus de cette atteinte extragénitale, on retrouve les localisations les plus fréquentes de la sphère génitale, à savoir l'infiltration des ligaments utérosacrés, parfois une atteinte vaginale, et dans plus de 70 à 80% des cas, une atteinte annexielle sous la forme d'hydrosalpinx, d'hématosalpinx ou de kyste endométriosique. Alors, quelle est la place de la chirurgie dans cette forme particulière d'endométriose ? Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un intérêt à réaliser cette chirurgie. Le principal intérêt de cette chirurgie est l'efficacité sur la symptomatologie décrite par les patientes et l'amélioration de la qualité de vie après la chirurgie. Ces symptômes sont très variables. Ça va des symptômes gynécologiques standards comme les dysménorrhées, les dyspareunies profondes, mais aussi des signes digestifs tels que les douleurs à la défécation, les troubles du transit avec des alternances de diarrhée et de constipation, mais aussi des signes plus généraux comme la fatigue ou les douleurs pelviennes chroniques. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette atteinte digestive peut concerner des patientes qui sont dans le cadre d'un projet de grossesse, voire même qui, dans ce cadre de ce projet de grossesse, ont une infertilité prouvée. Et on sait qu'après cette chirurgie, on a des taux de grossesse qui sont satisfaisants, qui sont de l'ordre de 50 à 65%. Par contre, et nous le verrons ensemble plus tard dans le topo, les indications de cette chirurgie dans ce cadre spécifique de la fertilité restent à discuter au cas par cas. Il faut bien entendu mettre en balance à tout ça les risques inhérents à cette chirurgie. Les risques principaux sont bien entendu les risques de complications et de complications graves qui sont en général estimés à moins de 5%. Actuellement, il est difficile de dire quel est l'impact réel de ces complications, mais on peut penser que certaines d'entre elles puissent avoir un impact sur la fertilité. Enfin, et ça c'est un discours à tenir aux patientes avant d'envisager une chirurgie de ce type, il faut évoquer le risque de récidive, car comme vous le savez, l'endométriose est une pathologie avec un risque inhérent de récidive des douleurs. Et en plus, on est incapable de dire tout d'abord s'il y a un risque de récidive et si récidive il y a, dans quel délai la maladie risque de récidiver. Donc vous comprenez bien qu'il s'agit d'une décision complexe, en dehors du fait qu'il s'agisse d'une chirurgie difficile et assez particulière, puisqu'il faut prendre en compte un certain nombre de paramètres. Tout d'abord, la symptomatologie décrite par la patiente, son altération de la qualité de vie et son impact sur sa qualité de vie. Est-ce qu'il s'agit d'une patiente qui, en plus, a un projet de grossesse, voire même une infertilité prouvée? Donc, prendre en compte la priorité du couple et bien entendu de la patiente en termes d'amélioration de cette qualité de vie et de projet de grossesse. Pour cela, il faut tenir compte de beaucoup de paramètres, et en particulier des paramètres qui ont un impact sur la fertilité, à savoir l'âge, la réserve ovarienne ou la présence d'autres pathologies qui peuvent impacter en plus sur la fertilité, à savoir une adénomiose associée, des pathologies tubaires par exemple. Et tout ceci doit être mis en balance avec les risques, à savoir la morbidité chirurgicale. Tout ce que je vais vous présenter est en rapport avec les RPC d'endométriose que nous avons publiés en 2018. Depuis, bien entendu, il y a eu de nombreuses publications, mais en réalité, sur tout ce que je vais vous dire, il y a eu très peu d'évolution. Tout d'abord, concernant le type de chirurgie, et plus précisément la voie d'abord chirurgicale, ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, la voie d'abord
de prédilection et la plus répandue est la laparoscopie ou célioscopie. Il y a déjà de nombreuses études, et en particulier une étude française, qui ont montré qu'il existait au minimum une aussi bonne efficacité de la célioscopie par rapport à la laparotomie, qui restait initialement la voie d'abord de référence, avec une amélioration des symptômes préopératoires, de la qualité de vie post-opératoire. Nous avons même prouvé qu'il existait, en utilisant cette voie d'abord célioscopique, une réduction de la consommation d'antalgiques de type morphinique, une diminution des pertes sanguines, avec une diminution des complications post-opératoires graves, ainsi qu'une amélioration de la fertilité, et en particulier de la fertilité spontanée post-opératoire. Comme vous le savez, la voie célioscopique robot-assistée est une voie d'abord qui est en plein essor, avec de plus en plus de centres qui ont recours à cette technique. Actuellement, il existe de nombreuses études qui évaluent la place de la chirurgie célioscopique robot-assistée dans la prise en charge des endométrioses digestives, en particulier les endométrioses avec atteinte du recto sigmoïde. Et ces études montrent qu'il existe une bonne faisabilité de cette chirurgie par cette voie d'abord, qui est très probablement équivalente au moins à celle de la célioscopie standard. Alors quel est l'impact attendu de cette chirurgie? Bien, comme je vous l'ai dit en introduction, c'est en premier lieu une amélioration des symptômes et de la qualité de vie. Les symptômes, comme je vous l'ai dit, on s'attend à une amélioration des symptômes gynécologiques, mais aussi des autres symptômes comme les symptômes digestifs ou les symptômes généraux. La qualité de vie, elle, est évaluée en utilisant des questionnaires spécifiques. Il y en a plusieurs, je vous en cite quelques-uns, le SF36, le HP30, le HP5, bref, tout ça est évalué en préopératoire et ensuite en post-opératoire, immédiat, voire à distance, pour juger de l'efficacité sur le moyen long terme de cette chirurgie. Ce que l'on sait, bien que les niveaux de preuve actuellement dans la littérature restent relativement faibles, c'est que si l'on décide de réaliser une telle chirurgie, avec les risques que ça implique, eh bien cette chirurgie doit être aussi complète que possible. Autrement dit, il n'est pas recommandé de réaliser une chirurgie à minima, c'est-à-dire enlever les lésions d'endométriose les plus simples à enlever en laissant en place les atteintes digestives, en se disant qu'on permet ainsi d'éviter ou de limiter le risque de complications, car on sait qu'en faisant ainsi, eh bien, nous serons moins efficaces en termes de symptomatologie post-opératoire et en termes de fertilité post-opératoire. C'est une des recommandations que nous avons faites lors de ces RPC endométriose, c'est-à-dire que lorsque le traitement chirurgical est décidé, il est recommandé de faire une résection des lésions pelviennes d'endométriose aussi complète que possible, en incluant, bien entendu, l'atteinte digestive si elle existe. Alors comme vous le savez peut-être, cette chirurgie s'est inspirée de la chirurgie carcinologique digestive du rectosigmoïde. Donc initialement, eh bien, les techniques ont été calquées sur cette chirurgie et la technique de référence consistait à réaliser ce qu'on appelle une résection segmentaire, c'est-à-dire qu'on coupait un segment de tube digestif, le plus souvent de rectosigmoïde, avec une suture, le plus souvent mécanique, bout à bout des segments d'amont et des segments d'aval. Progressivement, les équipes ont développé une expertise et différentes techniques qui sont des techniques plus conservatrices, qu'on appelle le shaving rectal, qui consiste à peler la face antérieure du rectum afin d'éviter d'ouvrir la cavité du tube digestif. Donc on pèle la face antérieure du rectum en enlevant la lésion d'endométriose. C'est destiné, comme vous pouvez l'imaginer, à des lésions qui infiltrent peu la paroi digestive, le plus souvent soit la séreuse, soit la couche superficielle de la musculeuse, à savoir la musculeuse externe. Ensuite, nous avons un autre type de résection dite conservatrice, qui est la résection discoïde, qui plutôt que d'enlever un segment complet de tube digestif, consiste à enlever une petite pastille sur la face antérieure du rectosigmoïde. Alors il y a bien entendu, c'est une technique un peu plus invasive que le shaving, et il y a une suture digestive qui le plus souvent est appliquée sur la face antérieure du rectosigmoïde. Il apparaît sur les différentes études que le shaving, c'est-à-dire la technique la moins invasive, serait lié à moins de complications post-opératoires, mais avec une efficacité aussi bonne que le reste des techniques. En revanche, sur la résection discoïde, il y a quand même un risque de complications post-opératoires qui n'atteint peut-être pas celui de la résection segmentaire, mais qui existe. Donc c'est quelque chose qu'il faut bien garder en tête.
Alors je ne rentrerai pas dans les détails techniques, mais bien entendu, le type de technique que l'on envisage dépend de plusieurs paramètres. Les principaux paramètres que nous prenons en compte sont d'abord la taille du nodule. Il est vrai qu'au-delà de 20 à 30 mm, il est difficile d'envisager une technique de résection discoïde, par exemple, par rapport à une résection segmentaire. On prend également en compte la circonférence de l'atteinte du rectosigmoïde, mais d'autres paramètres tels que la distance par rapport à la marge anale. Tout ceci doit être discuté, évalué en préopératoire, cliniquement, mais aussi à l'aide d'examens d'imagerie, comme peuvent être le coloscanner ou l'écho-endoscopie rectale. Ce que l'on sait, c'est que la résection segmentaire est plus invasive et qu'elle augmente le risque de sténose post-opératoire, souvent lié à une légère ischémie au niveau de l'anastomose digestive, qui peut être plus ou moins symptomatique et qui parfois conduit à des reprises chirurgicales ou à des dilatations de l'anastomose par voie endoscopique. Les complications, il faut évidemment les aborder avec les patientes. Ces complications peuvent être de différents types. Les plus fréquentes et sont pas forcément les plus graves, mais les plus graves sont bien entendu les complications liées à l'anastomose digestive, à savoir les fistules digestives, les fistules rectovaginales lorsqu'il existe par exemple une résection vaginale concomitante de la résection digestive, les abcès pelviens profonds, ou lorsqu'on sort de la sphère digestive et qu'on touche à la sphère urinaire, les plaies urétérales ou les plaies de vessie. Ce que vous devez retenir, c'est que ce risque de complications graves dans la littérature est estimé à moins de 5%. Par exemple, le taux de fistule oscille autour de 2 à 3%. L'important, c'est de bien en informer les patientes. Il faut que ces patientes sachent dans quoi elles s'engagent lorsqu'elles s'orientent vers ce type de chirurgie. Alors, comme je m'adresse principalement à des gens qui sont soit gynécologues, soit qui sont intéressés par cette pathologie, vous avez dû entendre parler de l'utilisation de barrières anti-adhérentielles après une chirurgie pelvienne pour des patientes en général qui ont un projet de grossesse. Eh bien, ces barrières anti-adhérentielles ne sont pas pour l'instant recommandées lorsqu'il existe une suture digestive. Tout ceci n'est qu'une extrapolation de la littérature concernant l'oncologie digestive où les auteurs ont retrouvé une augmentation du taux de fistules digestives lors de l'utilisation de ces barrières anti-adhérentielles. Alors les complications, comme je vous l'ai dit, elles peuvent être graves. Une fistule digestive peut entraîner une péritonite, une reprise chirurgicale avec la réalisation dans l'urgence, afin de traiter cette fistule, d'une dérivation digestive, à savoir une iléostomie, une colostomie. Ce que l'on sait, c'est que ce risque de complication est d'autant plus important que l'atteinte endométriosique est basse sur le rectosigmoïde et sur le rectum bas. On sait qu'il y a un risque de fistule plus important dans ce cas-là, qu'il y a un risque plus important en cas de colpectomie associée, c'est-à-dire lorsqu'on retire une pastille vaginale en même temps que l'on réalise le geste digestif, et donc, a fortiori, le risque de fistule rectovaginale est plus important dans ces cas-là. Pour l'instant, il n'est pas possible, au vu des données de la littérature, de dire s'il existe une place certaine ou quasi obligatoire à la dérivation digestive de protection, l'iléostomie ou la colostomie. C'est quelque chose qui doit être discuté avec la patiente et le plus souvent en réunion de concertation pluridisciplinaire d'endométriose. Mais ce que les gens doivent savoir, c'est que dans certains cas, une dérivation de protection est réalisée, dérivation qui est gardée quelques semaines afin de réduire, plus que le risque de survenue, je dirais, l'impact d'une éventuelle fistule qui apparaîtrait dans les suites opératoires. Pour cela, la patiente doit être préparée, non seulement par l'information du chirurgien, mais aussi à travers une consultation avec une infirmière stomathérapeute qui va éduquer la patiente à une éventuelle stomie, comment gérer cette stomie, réaliser ce qu'on appelle un marquage pour que le chirurgien place la stomie au bon endroit et que la patiente, lorsqu'elle aura géré sa stomie, ne soit pas gênée par cette stomie, des fuites éventuelles autour de la poche. Quelques mots sur la fertilité. Comme je vous l'ai dit en introduction, l'objectif principal de cette chirurgie n'est pas l'amélioration de la fertilité, bien que, pour certaines patientes, on puisse penser que cette chirurgie puisse apporter un bénéfice en termes de fertilité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après une chirurgie pour endométriose profonde sans atteinte colorectale, les taux de grossesse obtenus spontanément et après AMP sont assez importants, assez élevés. Ils vont de 40 à 85%. Et lorsqu'il existe une atteinte
digestif, en particulier du rectosigmoïde, le taux de grossesse spontanée monte jusqu'à 40 voire 45% dans certaines séries, et les taux de grossesse obtenus spontanément et en AMP montent jusqu'à 60% dans certaines séries. Donc on a quand même des taux de grossesse qui sont relativement satisfaisants après une telle chirurgie. Donc les patientes ne doivent pas penser que cette chirurgie puisse avoir un impact négatif sur leur fertilité. Voici les quelques recommandations concernant la fertilité. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'est pas recommandé de réaliser un traitement chirurgical préalable de l'endométriose profonde dans le seul but d'améliorer les résultats d'une FIV, à savoir une patiente qui est adressée en FIV de première intention, eh bien, il n'est pas nécessaire de réaliser une chirurgie de l'endométriose au préalable. La prise en charge par FIV peut être proposée afin d'augmenter les taux de grossesse et de naissance dans un contexte d'infertilité, d'endométriose profonde. C'est une stratégie qui est très répandue. Parfois, les patientes croient que parce qu'il y a une endométriose profonde, elles ne peuvent pas avoir recours à ce type de prise en charge. Au contraire, c'est, je dirais, la prise en charge la plus fréquente. En revanche, en cas d'échec d'une ou plusieurs tentatives de FIV, il est tout à fait légitime de se poser la question de la place d'une chirurgie, je dirais, intervallaire, pour faire une analogie avec l'oncologie, et bien entendu de discuter ce dossier au cas par cas au cours d'une réunion de concertation pluridisciplinaire où participent des chirurgiens gynécologues, des gynécologues médicaux, des spécialistes de la fertilité et d'autres chirurgiens tels que des chirurgiens digestifs. Vous comprenez bien que dans ce contexte d'infertilité associée à une endométriose digestive, il s'agit pour l'équipe d'un vrai challenge, puisque je dirais que l'objectif principal est de bien sélectionner les patientes qui bénéficieront d'une prise en charge en AMP en première intention, ou des patientes qui pourraient bénéficier d'une chirurgie première, des patientes très symptomatiques, avec par ailleurs des paramètres de fertilité qui soient satisfaisants, à savoir l'âge, l'absence de pathologie tubaire, l'absence d'infertilité d'origine masculine, qui pourrait permettre éventuellement, après la chirurgie, une obtention d'une grossesse spontanée. Comme vous le savez, il existe une grande hétérogénéité de la littérature. Il est très difficile de tirer des conclusions à travers cette littérature et nous manquons cruellement d'études avec des niveaux de preuve élevés. En conclusion, je dirais que les objectifs et les résultats attendus de cette chirurgie sont bien entendu l'amélioration de la symptomatologie et de la qualité de vie des patientes. Quid de la fertilité? Donc, je ne suis pas en train de dire, bien entendu, que cette chirurgie a une place en première intention. Je viens de vous dire que ça n'était pas le cas. Mais il faut garder dans un coin de sa tête que, dans certains cas, pour certaines patientes, cette chirurgie peut avoir une place, voire même en première intention. Les risques, bien entendu, sont à prendre en compte, à bien expliquer aux patientes les complications et le risque de récidive sur le moyen long terme. Le plus difficile, vous l'avez bien compris, c'est de bien sélectionner les patientes, et en particulier lorsqu'il existe une infertilité associée. Enfin, et ça c'est plus de l'ordre de la décision médicale, quel type de chirurgie réaliser, à savoir quelle technique de résection par exemple, qui dépend, comme je vous l'ai dit, du bilan préopératoire, mais aussi quelle voie d'abord, là encore j'insiste, la célioscopie est la voie d'abord de référence. D'où l'intérêt de décisions qui soient partagées au cours de réunions de concertation pluridisciplinaires spécifiques d'endométriose, où participent non seulement des chirurgiens gynécologues, mais aussi, comme je vous l'ai dit, d'autres spécialités comme des gynécologues médicaux, des psychologues, des chirurgiens qui travaillent en dehors de la sphère gynécologique, tout ceci faisant appel à ce qui est en train de se développer de plus en plus et ce que l'on cherche à développer, à savoir la création de centres experts qui permettent de prendre en charge ces situations complexes. Je vous remercie.